Bonjour à tous, je suis Lorelai. Et moi, c'est Léa. Nous sommes heureuses de vous accueillir dans ce nouvel épisode de I Am an Equestrian. Dans ce podcast, nous échangeons avec des professionnels de la filière équestre autour de discussions longues pour découvrir leur parcours, leur histoire et comprendre comment ces personnes inspirantes ont réussi à transformer leur passion en métier. Tous nos épisodes sont disponibles à l'écoute de façon permanente sur vos plateformes de streaming habituelles ainsi que sur le site internet et l'application de notre partenaire L'éperon. Maxime Liviot le talentueux, la classe Liviot, l'étoile de Pau. Voici les quelques titres que vous pouvez lire quand vous tapez Maxime Liviot dans votre moteur de recherche. Comme il aime à le dire, Maxime est cavalier professionnel. Et par ce titre, il est évidemment cavalier, mais aussi chef d'entreprise, manager, entraîneur, businessman. Maxime Liviot a 34 ans aujourd'hui et déjà une carrière bien remplie. Après avoir commencé le haut niveau en intégrant le Pôle France créé par l'École nationale de Saumur, Maxime s'installe chez lui et crée les écuries Liviot qui deviendront ce qu'elles sont aujourd'hui, à savoir une installation avec plus de 60 chevaux et presque autant d'élèves. En 2014, il participe au JEM de Caen et 4 années plus tard, c'est lors des championnats du monde de Tryon qu'il prend la 7e place en individuel. Entre-temps, le CCI de Pau et cette première victoire en 4 étoiles. Tous ces succès, mais aussi les opportunités de la vie, ont permis d'emmener Maxime jusqu'à Tokyo. Pas à cheval, mais bien à pied, en tant qu'entraîneur de l'équipe thaïlandaise, une aventure incroyable qui n'est pas prête de se terminer. L'euphorie et la joie pour le clan Liviot, bien que ces moments aient été parsemés d'étapes plus ardues. Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. En voici une maxime qui lui correspond bien. À force de combat contre l'injustice, de remise en question et d'une détermination sans faille, Maxime Liviot revient au plus haut niveau, mais toujours avec le soutien des personnes qui lui sont chères. Un socle incroyable et indispensable de la construction de sa carrière. S'il y a bien un dénominateur commun qui nous fascine quand nous allons à la rencontre de nos invités, c'est leur intelligence, leur analyse et leur détermination. De tout ça, Maxime en est doté, et c'est pourquoi nous avons pris beaucoup de plaisir à échanger avec lui sur son histoire. J'espère que ce nouvel épisode vous plaira. Cette semaine, nous nous associons à Cavalassure pour vous proposer cet épisode. Et avant de vous présenter les différents services que propose ce leader de l'assurance des chevaux en France depuis 2001, j'aimerais déjà prendre un moment pour partager avec vous les raisons pour lesquelles, depuis une bonne décennie maintenant, tous mes chevaux sont assurés. En 2007, j'ai perdu un cheval, mon cheval, des suites d'une colique foudroyante. Et quand ça nous arrive, il y a 2 questions majeures qui se posent. La première, c'est le pendant. Je dois sauver mon cheval, alors j'espère à tout prix qu'il sera opérable, mais est-ce que j'ai les moyens de financer l'opération ? Et puis vient le après, et lorsque, comme ce fut mon cas, le cheval n'a pas pu être sauvé, on se demande alors comment rebondir personnellement et sportivement. Après cette expérience, j'ai fait le choix d'assurer mes chevaux pour me garantir la possibilité de couvrir les frais vétérinaires et de n'avoir au moins pas besoin de me soucier de problèmes de coups en cas de blessure, d'accident ou de colique. Être capable à tout moment et en toutes circonstances de faire le meilleur choix pour eux. Aussi, c'est tout naturellement que je peux vous parler aujourd'hui des services proposés par Cavalassure. La société vous propose un large éventail de services et d'offres que vous pourrez adapter à vos besoins. Cavalassure dispose de solutions complètes pour l'assurance des chevaux, pour couvrir les risques de mortalité, d'accident ou d'invalidité, ainsi que pour tous les équipements comme la selle, par exemple, ou encore le vent. Leur démarche est innovante et ambitionne avant toute chose de soutenir les cavaliers dans leur passion. Ainsi, ils sont partenaires de nombreux cavaliers de talent comme Mathieu Lemoine, Donatien Choly en concours complet, la dresseuse, Alizé Roussel ou encore Maxime Liviot, notre invité du jour. En 2022, Maxime courra le circuit du Grand National aux côtés de Mathieu Lemoine sous les couleurs Cavalassure. Et quand on leur demande pourquoi ils ont choisi d'apporter leur soutien à Maxime, leur réponse est évidente et simple, pour ses qualités. Maxime est sérieux, disponible, talentueux, organisé, pédagogue, en somme le parfait ambassadeur de notre sport. Si vous êtes propriétaire d'un cheval, que vous cherchez le meilleur allié pour vous garantir de lui apporter le soin et le confort nécessaires à son bien-être, n'hésitez pas à prendre contact avec Cavalassure et à échanger avec un conseiller qui saura vous renseigner, vous conseiller et vous accompagner. Allez, c'est parti. Bienvenue dans I'm an Equestrian, le podcast. Bonne écoute. Avant de vous laisser vous plonger dans cet épisode avec Maxime Liviot qui retrace son récit, son histoire, sa philosophie sportive, nous avons demandé à Mathilde Monginou, sa compagne, de nous parler de lui. Je vous laisse découvrir son témoignage. Alors Maxime, c'est quelqu'un qui, je pense, est très perfectionniste, mais je pense qu'on n'a rien sans rien. Donc il se fixe des objectifs, il se donne les moyens de les atteindre. Après, il réussit, c'est bien, il réussit pas, il a une capacité d'analyse tout de suite
à chaud à se remettre en question et à comprendre tout de suite pourquoi ça n'a pas été et à passer à autre chose, pas rester enterré là-dessus. Donc je pense que là-dessus, il est très perfectionniste. Là où je l'admire beaucoup, et je lui ai dit il n'y a pas très longtemps, c'est qu'il a une capacité à préparer ses chevaux et à être présent le jour J sur les échéances, sur les concours importants et à sacrifier parfois quelques concours qui sont plus des concours de présentation pour être justement présent à ce moment-là. Ça, je pense que c'est une force qui est assez incroyable chez lui. Je pense qu'il laisse sa chance à tous les chevaux. Il a beaucoup de chevaux différents, des chevaux comme son cheval de Pau, Vittorio Dumontet, qui est quand même pas un cheval classique à la base, mais je pense qu'il croit en tous les chevaux qu'il a. Il s'investit avec tous ses chevaux pareil. Il est capable de laisser beaucoup de temps à des chevaux s'il estime qu'ils ont besoin de beaucoup de temps. Voilà, il essaye vraiment de les comprendre au mieux et de s'adapter à chaque cheval, mais voilà, leur laisser le temps et surtout croire en tous. Et des fois, ça marche pas, mais quand même, la plupart des chevaux qu'il a eu, ça a marché au bout d'un certain temps, mais justement parce qu'il leur laisse le temps de s'exprimer et de montrer de quoi ils sont capables, quoi. C'est surtout voilà, cette façon qu'il a au quotidien de préparer ses chevaux et de consacrer du temps aux gens qui sont autour de lui pour transmettre un peu ce qu'il a parce qu'il aime beaucoup ça. Que ce soit aux élèves qu'on a à la maison, que ce soit avec moi ou que ce soit avec les amis qui l'aident. Voilà, il essaye d'accorder du temps à tout le monde au milieu de tout ce qu'il fait. Et ça, je pense que, en tout cas, quand on partage son quotidien, c'est une chance de pouvoir faire ça avec lui. Bonjour Maxime. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tu nous ouvres les portes de chez toi ce matin. On est pas très loin de Saumur où tu es installé depuis quelques années déjà. Je vais essayer de te présenter rapidement et puis après tu compléteras mon introduction. On te laissera la parole pour nous parler un peu de toi, de ton parcours. Je vais mentionner quelques-unes de tes performances, les principales évidemment. En 2014, tu participais au JEM de Caen. 4 années plus tard, 2018, tu es médaillé de bronze par équipe. C'était à Tryon, aux États-Unis, au JEM aussi. Et tu terminais 7e en individuel d'ailleurs cette année-là. Au milieu de tout ça, il y a eu Pau 2016, le 4 étoiles, ta première victoire en 4 étoiles d'ailleurs devant Michael Young. Et cet été, tu étais membre de l'équipe de France au championnat d'Europe. Voici quelques-unes un petit peu des dates clés de ton palmarès. On pourrait rajouter que tu occupes aussi depuis 8 années, je crois, le poste de sélectionneur pour l'équipe de Thaïlande. C'est un poste qui t'a amené jusqu'à Tokyo cette année où tu as accompagné tes cavaliers. Est-ce que cette introduction est complète ? Et si ça l'est pas, je te propose en fait tout simplement de commencer cet échange en te présentant. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu qui tu es, quel a été ton parcours ? Ouais, alors moi je suis cavalier professionnel. J'aime bien le dire comme ça parce que je trouve que c'est un métier aux multiples facettes. Pour moi, cavalier professionnel, c'est 50% du temps à cheval et 50% du temps à pied. Quand on est à pied, on est chef d'entreprise, on est coach, on cherche des chevaux, on réfléchit à comment améliorer notre sport, comment améliorer notre entreprise, comment former des gens. Donc je pense que c'est vraiment 50-50 et qu'il faut optimiser vraiment ces deux parties. Si on fait que du cheval, à un moment donné, il nous manque des chevaux, il nous manque la structure, il nous manque l'organisation. Et puis si on fait pas assez de cheval, on n'est pas assez performant en concours. Donc il faut vraiment réussir à faire ça. Donc ça fait effectivement 10 ans que j'ai créé les écuries Livio. On va y revenir petit à petit, je pense, mais aujourd'hui c'est une grosse boutique. Il y a 80 chevaux, il y a 3 marcheurs, 2 manèges, 4 carrières. Il y a plus d'une quinzaine de salariés, donc c'est une grosse boutique. Ça engendre beaucoup de responsabilités, pas mal de frais. Il faut réussir à mettre l'organisation en place pour gérer aussi bien la partie sportive et la partie entrepreneuriale. Donc voilà, je suis un cavalier professionnel qui fait du haut niveau, avec une boutique qui a à cœur de toucher plusieurs aspects de ce métier-là. Ça veut dire enseigner, trouver et valoriser des chevaux et puis faire du sport. Est-ce que tu pourrais nous dire, Maxime, à quel moment est-ce que tu as rencontré le cheval ? Comment et pourquoi est-ce qu'à un moment donné, tu t'es mis à monter à cheval ? Alors, j'ai écouté votre dernier podcast avec Pénélope qui disait qu'elle venait d'une famille qui n'était pas du tout équitante. Moi, c'est la même chose. A priori,
quand on était en voiture et qu'on voyait des chevaux sur le bord de la route, je faisais pas beaucoup de caprices, mais j'en faisais là pour qu'on s'arrête et qu'on aille les caresser. Alors ils se sont dit peut-être qu'il aime ça, et j'ai fait comme n'importe quel gamin, quoi. J'ai été dans un poney club à 3 ans, on me tenait mon poney, puis je faisais un tour de manège, et puis après on a déménagé, j'étais dans un autre poney club, et puis ça m'a assez vite passionné. Je suis plutôt une famille de footeux, donc je faisais aussi un peu du foot à côté. À un moment donné, il a fallu prendre la décision de faire l'un ou l'autre. Ça a été Mon père et mes parents m'ont dit évidemment oui, mais ils m'ont dit tu dois aller en parler à ton grand-père, parce que pour lui, le foot, c'était important. Et c'est vrai que j'ai pris ce moment de manière assez solennelle d'aller lui annoncer que j'arrêtais le foot pour faire que du cheval. Il l'a très bien pris, et c'était un de mes premiers supporters. Il découpait tous les articles de presse. Enfin voilà, donc j'aurais bien aimé qu'il voit jusqu'où ça nous a emmenés. Est-ce que tu peux nous dire, Maxime, quels sont tes principaux traits de personnalité, qui tu es dans la vie, à la fois peut-être à pied et à cheval? Voilà, comment est-ce que quelqu'un qui te connaît bien pourrait te décrire? Faudrait leur demander, mais On va essayer de demander à Mathilde tout à l'heure. Je dirais que je suis assez concentré sur ce que j'ai à faire. J'aime pas trop... j'aime pas trop laisser la place au hasard. Ça veut dire que si je m'engage dans un truc, j'ai la responsabilité d'y arriver, et je vais essayer de tout mettre en place pour y arriver. S'il faut que je dorme pas la nuit pour trouver une solution, je vais pas dormir la nuit pour trouver une solution. Donc je pense que des fois, pour les gens qui sont autour, ça a ce côté obsessionnel d'y arriver, de trouver une solution. Ça fait que c'est pas toujours évident, je pense, pour les gens qui sont autour de moi. Mais à côté de ça, vu que j'essaye de vraiment organiser mon temps, mes journées, j'arrive assez bien à compartimenter maintenant, surtout depuis qu'on a des enfants, parce que ça change quand même pas mal l'ordre des priorités et des choses. Donc voilà, j'essaie, quand je suis au bureau avec Elsa à travailler sur un truc, j'essaie d'être que là-dedans. Quand je monte à cheval, je réponds pas au téléphone, et puis je fais que du cheval. Et puis quand je suis avec mes enfants, j'essaie d'être qu'avec mes enfants. Et puis j'essaie de compartimenter comme ça pour faire ce que je fais à fond, et pas à moitié. Mais je pense que du coup, c'est vrai qu'il y a forcément des fois où les choses empiètent les unes sur les autres et que c'est pas facile. J'aimerais bien qu'on ait parfois un peu plus de temps pour nous avec Matou et les enfants. Mais on arrive aussi à en avoir, même si c'est rare et pas souvent, mais on arrive quand même à en avoir. Donc je dirais que je suis un peu obsédé par le travail, et pas du tout par la réussite, mais plutôt par le fait de réussir les projets dans lesquels je m'engage. Ça veut dire que si un propriétaire m'amène un cheval et souhaite le vendre, je vais me mettre dans une démarche de valoriser le cheval, mais en discutant avec lui sur à quel moment ça sera possible de le vendre, pour faire du bon boulot pour le cheval, pour le futur acheteur, pour le propriétaire. Et si à un moment donné, il y a un nœud dans ce parcours que j'avais imaginé, je vais vraiment réfléchir, trouver 10 000 solutions pour arriver au projet dans lequel je me suis engagé. C'est pareil pour le sport, c'est pareil pour l'entreprise. Moi, je disais que j'avais beaucoup de salariés, mais ça me tient à cœur. C'est difficile de trouver des gens compétents. J'ai une super équipe de gens très compétents, mais du coup, pour les garder, il faut faire attention à eux. Ça veut dire comment leur vie, elle change. Est-ce qu'ils ont un chéri? Est-ce qu'ils n'ont pas un chéri? Est-ce qu'ils gagnent assez d'argent, où est-ce qu'ils en sont dans leur temps de travail? Et toute cette attention à cette équipe-là, c'est une obsession de plus qu'il faut réussir. Et donc voilà, j'ai pas mal d'obsessions qui me tournent dans la tête. Maxime, entre le moment où tu commences à monter à cheval, à poney à 3 ans, et puis aujourd'hui, se sont passées quand même quelques années, et notamment une étape qui, je crois, a été assez importante dans ta vie et dont on aimerait parler avec toi. Ça a été un peu l'étape, la case Saumur. Tu étais membre du pôle espoir à l'ENE. Est-ce que tu peux nous refaire un petit peu un état des lieux de ce parcours-là, et aussi de ce que cette petite étape, non pas petite, mais cette étape importante à Saumur t'a apporté aussi dans la construction de ta carrière sportive et professionnelle? Donc c'est vrai que j'ai passé un bac scientifique à Dijon. J'avais un cheval à l'époque qui faisait les juniors. J'avais dû faire un championnat d'Europe à Pratoni. Et se poser la question de qu'est-ce que c'est après. Mes parents, c'était flou pour eux ce métier-là. Donc
Moi aussi, j'étais dans une période où je réfléchissais pas mal à ce que j'avais envie de faire. Je savais pas trop, j'hésitais entre vraiment me lancer dans les chevaux ou un tout autre parcours qui aurait été des études de philo. On y reviendra peut-être. Voilà. Et c'est vrai que j'ai fini par dire ok, je me lance dans les chevaux. Donc mes parents se sont un peu renseignés. On dit ok, il y a une école qui est la plus réputée en France où tu peux avoir des diplômes assez rapidement, passer une licence en même temps. Ça leur tenait à cœur parce que si au bout des 3 ans de formation, je voulais changer, il y avait moyen de reprendre des passerelles vers d'autres études. Donc ça, c'était important et c'est comme ça qu'ils m'ont donné leur feu vert. Et donc après, je suis arrivé à Saumur. Le pôle France n'existait pas la première année. C'est Philippe Mull qui était l'entraîneur des juniors jeunes caves qui s'est dit quand même, j'ai quasiment tous mes meilleurs cavaliers juniors et jeunes cavaliers qui sont à Saumur en formation. C'est pas normal qu'on n'arrive pas à créer quelque chose pour les aider à s'entraîner et à être meilleurs en équipe de France. Donc sur la 2e année, le pôle France s'est créé, que j'ai intégré. C'était Jean-Luc Force qui était DTN à ce moment-là, qui m'a aidé à trouver un cheval supplémentaire, un cheval qui était des haras nationaux, qui s'appelait Junior du Trimbolo. Et j'avais à cœur aussi d'essayer de rester, de commencer à être professionnel et de pouvoir montrer à mes parents que j'allais peut-être y arriver. Donc j'avais ma partie formation à l'ENE en formation initiale, j'avais la fac, j'avais le pôle espoir et j'ai loué une petite écurie juste à côté de l'ENE. Où il n'y avait pas de carrière, il y avait 8-10 box, 2 paddocks et j'ai commencé à essayer de voir si je pouvais gagner ma vie avec ça. Et en fait, ça a assez vite marché. Donc ça m'a rassuré parce que ça montrait que les gens pouvaient me confier des chevaux, que je louais pas très cher, donc j'arrivais vite à gagner un peu de sous, donc j'ai arrêté de demander de l'argent de poche à mes parents et j'ai pu gérer grâce à cette petite écurie un peu ma vie. Mais par contre c'était assez intense, j'avais pas le permis encore à cette époque-là, donc je faisais les box à 5h du matin, j'allais à la fac en scooter, entre midi et 2 je revenais en montée 2, après j'allais au pôle, après j'en remontais 3, je finissais à 9h, je recommençais tous les jours. Mais je pense que ça a été une très bonne école parce que le fait que ça marchait sportivement, qu'à l'ENE ça marchait bien et puis que la petite écurie que je lançais ça marchait bien, comme je vous disais tout à l'heure, je m'engage dans un truc, je le fais à 300%, voilà, je l'ai fait à 300%, ça a bien marché jusqu'au jour où j'ai eu mes diplômes, j'ai passé 5 ans au pôle avec des championnats d'Europe, des premières perfs seniors et l'écurie que je louais était trop petite, donc il fallait passer à autre chose et c'est là qu'on est arrivé ici en pensant louer au départ et puis finalement il y avait trop de travaux à faire, on a discuté avec le propriétaire qui nous a dit finalement je suis vendeur et j'ai appelé mon père qui m'a dit on va se renseigner de ce que ça vaut. On a essayé de faire une proposition un peu en dessous de ça. Il a accepté. Puis c'était un peu panique à bord. On n'avait pas prévenu. On n'avait rien entamé comme démarche vis-à-vis des banques. On n'était pas prêt à acheter quelque chose. Mais l'occasion était trop belle. Donc on a tout fait en accéléré. Mes parents ils se sont portés garants de cette aventure-là. Mine de rien, la petite expérience professionnelle que j'avais dans l'écurie faisait que j'amenais quand même déjà une activité là. Et puis on a démarré. Et puis après, ça a été très très vite pour tous les autres projets. Maxime, tu as connu de très grands succès et nombreux succès assez jeunes. À 27 ans, tu étais numéro 1 français et 5e mondial dans la discipline du concours complet. Tu avais déjà un palmarès assez étoffé avec de nombreuses victoires en national et en international. En 2013, tu rentres dans le groupe France Senior. Déjà, est-ce que tu as ressenti une certaine pression assez jeune et comment est-ce que tu as su la gérer ? Je ne crois pas que j'avais de pression, j'avais beaucoup d'envie. D'ailleurs, ça m'a joué des tours juste après cette période-là, autour des Jeux de Londres, où j'avais des chevaux qui auraient pu y aller, et puis à vouloir trop prouver, j'ai cassé mes 3 chevaux de haut niveau cette année-là, et je me suis retrouvé à la fin de l'année à faire les 4 ans et à réfléchir un peu à ce que j'avais fait de mal, et ça m'a beaucoup servi, parce que j'ai changé beaucoup de choses après ça, mais j'avais beaucoup d'envie, pas beaucoup de pression, parce que... quand t'arrives, si t'y arrives, c'est bien. Si t'y arrives pas, c'est pas grave, t'es en train d'apprendre. Donc il y a pas beaucoup d'attentes autour de tes résultats. Il y a plus ce qui va y arriver ou pas. Mais ça,
Moi, à partir du moment où j'avais la chance d'avoir des bons chevaux, j'étais bien encadré, j'avais plus qu'à travailler, et puis à chaque fois qu'on a fait ça a plutôt bien marché, donc j'avais pas trop de pression, juste beaucoup d'envie, et je pense que cette envie-là, jusqu'à cette fameuse année où j'ai cassé beaucoup de chevaux, elle a toujours été plutôt source de progrès et d'avancées assez rapide. Et puis quand il y a eu cette année où j'ai abîmé des chevaux, ça c'est vraiment un truc qui est très difficile à vivre pour moi, parce que si je casse un cheval, pour moi c'est que je l'ai ou mal engagé, ou mal entraîné, ou mal monté, mais il y a toujours une explication qui revient sur moi. Donc je m'en rendais pas compte jusque-là, parce que j'étais un peu dans l'euphorie du truc, que j'en avais jamais cassé, que ça paraissait tout facile. Et puis en fait, quand on arrive à haut niveau, surtout en complet, on commence à mettre des chevaux dans des zones de travail qui sont exigeantes pour eux. Et s'ils sont pas parfaitement mûrs physiquement ou mentalement, s'ils sont pas parfaitement entraînés, ça veut dire pas trop, mais pas sous-entraîné non plus. Cet équilibre-là, il est très difficile à trouver, et je pense qu'il faut être encadré, mais il y a aussi l'expérience et le ressenti qu'on a qui fait qu'on améliore ça. Et moi, j'y suis allé franco, à fond la caisse, regardez-moi, je vais aller aux Jeux Olympiques, et puis finalement, j'étais tout seul chez moi avec mes chevaux cassés, et là, c'était un moment difficile, mais je pense qu'il m'a énormément servi. C'est intéressant que tu parles de ça, parce que c'est vrai que nous, dans notre podcast, on essaye de revenir à la fois sur les victoires et les grands moments, et aussi sur les périodes d'échecs qui font forcément avancer. T'as pris, j'imagine, beaucoup de recul sur cette période-là. Comment est-ce que ça t'a fait avancer ? Quelles questions, justement, est-ce que tu t'es posées après ça pour te dire, faut pas que ça recommence, et le travail, faut qu'on le fasse mieux, peut-être moins vite, mais voilà, mieux. En fait, je pense que j'en ai eu plusieurs. J'ai eu cette année-là où j'ai cassé des chevaux. Il y a eu en 2009, avant ma première sélection senior, j'ai eu un grave accident où j'ai fait du fauteuil roulant, et puis finalement, 3 mois après, j'étais sur mes jambes. Mais les 15 jours où tu fais du fauteuil roulant, et le matin, quand tu te réveilles, tu peux juste appuyer sur un bouton et il faut qu'on vienne te sortir du lit et tout, ça c'est vraiment un truc qui m'a marqué, parce qu'en fait on se rend pas compte que sauter de son lit le matin pour aller faire sa journée, c'est un luxe, quoi. Et du coup, quand ça m'est arrivé, là aussi je me suis dit va falloir un petit peu réfléchir, et tant que ça nous est pas arrivé, on en a conscience, mais on se rend pas compte à quel point ça peut tourner. Donc il y a eu ça pour moi, il y a eu cette année en 2012 pour les Jeux de Londres, où ça a été du côté de mes chevaux. Après il y a eu l'épisode de Caen, mais j'ai l'impression que à chaque fois ça m'a mis un coup. Puis grâce à l'entourage que j'ai, que ce soit tous mes parents, mon équipe, mes propriétaires, mes partenaires, dans toutes ces étapes-là, tous ces gens-là, ils sont restés d'une solidité incroyable, presque comme si de rien n'était, en étant attentif. Je parle pas beaucoup quand j'ai des soucis, et ils respectaient ça, mais toujours en me tendant la main, en disant on est là, on est prêt. Et du coup, je me suis servi par moment de Matou, par moment de mes parents, par moment de mes amis, par moment j'ai discuté avec d'autres. Moi, je sais que, par exemple, si je reviens sur l'année où j'ai cassé mes chevaux, après ça, j'ai été travailler un peu chez Nicolas, cousin, et là-bas, j'ai vachement appris. J'ai appris vachement de choses avec Jean-Yves, son père, sur comment on nourrit un cheval, comment on regarde s'il va bien, comment on voit s'il monte en puissance ou pas. J'ai appris avec Nico la gagne. Chez Nico, c'est hallucinant, hein, quand je me souviens d'un concours, un grand national où il était 2e, 3e, 4e, tout le monde se faisait la gueule parce qu'il n'avait pas gagné. C'était gagné. Par contre, on gagnait les 4 ans, on buvait un coup, on était 2e, 3e, 4e du Grand National, on buvait pas de coup. Il n'y a que la victoire qui compte, et ça, c'était aussi un bel apprentissage. Et puis j'ai vu surtout comment il préparait ses chevaux et comment il les galopait, et je me suis rendu compte que je faisais pas tout à fait comme ça, et du coup j'ai vraiment essayé d'apprendre de cette période-là, et j'ai pas mal changé ma façon de faire. Donc d'un problème qui m'est arrivé, une fois que le coup de massue est passé, grâce à mon entourage, on a toujours réussi à trouver des solutions. Des fois, la première n'était pas la bonne, mais ça ouvrait des pistes pour la 2e, la 3e, et puis la 4e, on trouvait un certain équilibre. Après, moi, il y a un truc que des fois, Matou, elle me dit que je suis pas assez euphorique quand j'ai une perf, ou que je suis pas très démonstratif, mais en fait,
j'essaye d'avoir la même analyse que je gagne ou que je rate, parce que pour moi, même quand on gagne une épreuve, il y a des choses qu'on a ratées, et c'est pas parce qu'on a gagné qu'on a tout fait bien. Et du coup, je pense que la gestion de ces émotions pour faire du sport, elle est hyper importante. Steve, qui est le coach des élèves, il dit il n'y a pas de sport sans émotion, mais il n'y a pas de sport sans gestion des émotions. Et je trouve que c'est une belle phrase et qu'il a raison. Mais je pense vraiment que moi, quand je saute le dernier d'un parcours, que je sois maxi ou que j'ai eu un refus, je suis en train de me dire ça j'ai réussi, ça j'ai raté. Je suis pas en train juste de profiter du résultat. Et c'est pour ça que des fois je passe la ligne et puis que j'ai gagné ou pas, on n'a pas l'impression que je sois très content. En fait, si, mais j'essaie toujours d'être dans une espèce d'analyse qui permet que... Parce que des fois, on gagne, mais en ratant des trucs. Et si on s'en rend pas compte, le coup d'après, on va pas gagner. Donc moi, j'essaie toujours de me dire, là, j'ai gagné, c'est bien. Par exemple, si je reprends la perf de Caruso la semaine dernière, c'est ce que j'ai dit à Matou. Je lui ai dit, là, on était 20. Le cheval, il a fait un super concours par rapport à ce qu'il était prêt à faire. Mais n'empêche que je dresse à 27, je finis à 35. J'ai 8 secondes sur le cross, j'ai 4 points au CSO. Je lui dis ça, si l'année prochaine je refais une perf comme ça sur un 4 étoiles long où il y a plus de concurrence, je vais finir 15e. Par contre, si je continue à grappiller quelques points en dressage et que je corrige les 2 trucs que j'ai pas bien fait, il peut être sur le podium d'un 4 étoiles long. Mais si on se contente juste, je suis 2e, c'est super, tout le monde me félicite, et qu'on n'ouvre pas les yeux sur ce qu'on a fait de bien, il faut le savoir, mais ce qu'on a raté, je trouve qu'on peut vite laisser des choses en route, quoi. On sent que tu te remets beaucoup en question. Peut-être c'est ton côté philo aussi. Il y a un sujet que tu as mentionné, et comme tu as aussi mentionné que tu avais écouté l'épisode avec Pénélope, je vais faire le parallèle. Tu parlais de Caen, que c'était aussi une période compliquée. On a évoqué un peu l'après-Tokyo avec Pénélope et surtout les réseaux sociaux. Comment toi, tu as vécu cette période-là hors sportive? Là, on a beaucoup parlé un petit peu de ta gestion, un peu des erreurs sportives, de comment s'améliorer et tout, mais comment tu gères aussi la visibilité, la notoriété, l'exposition que vous êtes obligés un petit peu de gérer aussi, vous, les cavaliers de haut niveau, les sportifs de haut niveau, tout simplement. Est-ce que tu t'es retrouvé aussi dans l'épisode de Pénélope, par exemple, ou est-ce que toi, tu as une gestion totalement différente de cette visibilité-là? Je pense qu'il y a un avant-camp et un après-camp. Ça veut dire que, comme je disais, j'avais énormément d'envie de montrer que j'avais des bons chevaux, que j'étais capable d'être un bon cavalier, et l'envie de le montrer, ça fait que j'étais présent dans beaucoup de médias. En fait, je répondais favorablement à tout, et en fait, on se rend compte que tant qu'on rate rien, entre guillemets, ces médias-là, c'est plutôt une aide, mais il y a vite un retour négatif si jamais on rate quelque chose, et donc après tout ce qui s'est passé à Caen, puis ça a été long, parce qu'en fait nous on a essayé vraiment de se défendre jusqu'au bout, et chose j'avais discuté avec Philippe Gerda à l'époque, qui m'avait dit, tu sais, tu devrais pas te battre, parce que dans tous les cas tu auras une sanction, et dans tous les cas tu vas devoir la vivre, cette sanction. Mais si tu te bats 6 mois et que tu prends 6 mois, tu vas être arrêté 1 an, alors que si maintenant tu dis ok, je laisse tomber, tu vas prendre 6 mois, et dans 6 mois t'es à cheval et on n'en parle plus. Et moi, ça m'était complètement insupportable en gros, juste de dire d'accord, parce que c'était pas possible. L'injustice, c'est vraiment dans tous les domaines, et moi j'ai plutôt toujours eu de la chance par rapport à beaucoup d'autres gens dans la vie qui ont moins de chance et qui vivent beaucoup d'injustice. Je parle pas du cheval, et je parle de la vie en général, mais c'est vrai qu'après ça, quand j'ai vu il y avait beaucoup de gens que j'avais l'impression qui étaient derrière moi, qui me soutenaient, et en fait j'ai vite fait le tri entre ceux qui ont retourné leur veste, ceux qui le cercle dont je parlais, qui a toujours été aussi solide, autant derrière moi, et puis il y a tous les intermédiaires qui ont été neutres, mais donc du coup après ça je me suis dit, il y a déjà tous les avis ne m'intéressent plus. Il y a l'avis de certaines personnes qui comptent énormément. Ça veut dire que si eux, demain, ils viennent me dire là, ce que tu fais, ça va pas, je vais tout remettre en question, je vais réfléchir. Par contre, si les gens en dehors de ce cercle-là, m'aiment ou même pas, aiment ce que je fais ou aiment pas ce que je fais, ça m'importe peu. Parce que je pense qu'on peut pas plaire à tout le monde, et l'important, c'est que dans le cercle serré des gens
dont la vie compte beaucoup. Il y a pas que des gens du cheval, il y a ma famille, il y a mes parents, il y a des amis, et ces gens-là, ils peuvent avoir un droit de regard et un avis sur tous les aspects de ma vie, et je les écouterai dans tous les cas. En dehors de ça, c'est pas très important. Et j'ai fait un peu pareil dans ma gestion des médias. Je montrais beaucoup mon système, les choses que je faisais, et en fait, je me rends compte que ça apportait peu, mais que ça pouvait coûter beaucoup. Donc du coup, j'ai fait attention à être un peu moins dispo pour les médias, à choisir un peu plus les médias qui pouvaient présenter un intérêt pour moi plutôt que moi présenter un intérêt aux médias, et je trouvais que ça a été un vrai tournant dans ma façon de gérer mon image et ce que j'avais envie de donner. Avant, je réfléchissais pas. C'est comme avant d'avoir cassé mes chevaux, je réfléchissais pas, j'y allais. Et mon père, il m'a dit un truc qui a été assez important. Mon père, c'est un chef d'entreprise travaille dans le développement durable depuis 40 ans, ou plus de 40 ans maintenant, et il a beaucoup fait grossir son entreprise, et puis il m'a dit, tu sais, moi j'ai dû attendre d'avoir 40 ans pour avoir un pépin dans ma boîte qui a fait que j'ai fait le tri dans mes relations. La chance que toi, c'est que ça t'arrive à 25 ans, tu vas gagner 15 ans par rapport à moi, et c'est vrai que je trouvais ça intéressant de tourner cette histoire dramatique en quelque chose de positif. On a beaucoup parlé de toi, Maxime, de ton entourage, de ta façon de gérer les choses et tes émotions notamment. On va un peu aborder la question de ton système. On en parlait au début, des écuries qui sont aujourd'hui des grosses écuries. Dans le concours complet, on parle souvent qu'il y a un peu deux systèmes. Des cavaliers qui peuvent s'illustrer grâce à un bon cheval, un crack, et qui seront à haut niveau pendant un temps plus ou moins long. Et d'autres cavaliers qui arrivent à former, gérer d'autres chevaux, plus de chevaux, un piquet de chevaux qui est important. Toi, ici, tu as beaucoup de chevaux. Tu sembles avoir à la fois des cracks, je pense notamment à ton cheval Happy du Libère, qu'on voit beaucoup sur les grosses échéances. Mais j'ai l'impression que tu es toujours quand même accompagné de bons chevaux performants le reste de la saison. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce système-là ? Comment est-ce que tu fais, toi, pour avoir toujours justement des chevaux et t'illustrer à bon niveau, tout en continuant à performer avec des très très bons chevaux, sans délaisser le reste ? Quand on a commencé à vouloir avoir ce projet-là, moi j'ai toujours dit à mes parents que je trouvais qu'être numéro 1 mondial, c'était un gage plus important de la qualité de tout un système, plutôt que effectivement avoir une médaille, ou même si j'en ai pas, et la preuve c'est que j'ai eu beaucoup de classements en 5 étoiles, des podiums et tout, j'ai pas encore eu de médaille, contrairement à d'autres, de grandes médailles en tout cas. Et donc du coup, quand on a commencé à regarder, c'est là où mon père il a vraiment son rôle là-dedans, c'est que c'est lui qui va regarder le règlement du classement mondial, c'est lui qui va regarder comment ceux qui sont tout le temps dans le top 10 mondial ils font, combien ils ont de chevaux, quels résultats comptent pas, etc. Et du coup, tous les ans, au départ, on a fait un constat de se dire que c'est les 6 meilleurs résultats de l'année qui comptent, que pour être dans le top 10, il faut au moins 3-5 étoiles sur 6 résultats. Pour être dans le top 5, il en faut 4. Pour être dans le top 3, il en faut 5. Et puis pour être numéro 1 mondial, il faut 6 résultats en 5 étoiles, ou 5 et une échéance. Mais bon, bref, il faut que des perfs 5 étoiles ou championnat. Comment on atteint ça ? On atteint ça avec au moins 4 ou 5 chevaux de très haut niveau prêts au même moment. Comment on fait pour avoir 4 ou 5 chevaux entre 10 et 14 ans performants ? Il faut 4 ans, 4-5 ans, 4-6 ans, 4-7 ans, 4-8 ans. Et puis sur chaque génération, il y en a peut-être qu'un qui va y arriver, parce que quand on choisit des chevaux, même si on a des ressentis, des expériences, des choses qui nous font dire tiens, celui-là il va y aller, la route est tellement longue que des fois il lui manque ça. Alors ça reste des très bons chevaux qu'on remet dans un autre circuit, qu'on recommercialise pour essayer de repartir. Mais du coup, l'idée, c'est toujours d'essayer d'avoir une génération de chevaux de 10 à 13 ans et d'en avoir 4 ou 5. Quand j'ai été numéro 3 mondial, on en avait 4. Mais surtout un qui c'était Calao, il faisait 2 podiums de 5 étoiles par an.
Ça aide pas mal financièrement pour les gains, pour le classement mondial, et puis ça attire tous les autres parce qu'après on a une bonne presse au niveau des juges, on est en pleine confiance. Quand on vient de monter le 5 étoiles de Lexington, on revient faire un grand national, on est serein, on a du métier. Donc c'est vrai que d'avoir un très bon cheval, ça attire tous les autres, mais la grosse difficulté c'est de réussir à les choisir, les acheter et les garder. Moi, j'ai pas de propriétaire très fortuné qui pourrait m'acheter 3 chevaux et payer tout ce que ça coûte comme un mécène. Donc, quand on a vu que j'arrivais pas à trouver ce genre de personnes, on s'est aussi posé la question de comment on pouvait faire différemment. Et on a vu que dans les courses, il y avait beaucoup de syndicats. Donc, on a commencé à faire ça un peu à tâtons, hein, avec mon parrain, mon oncle, un copain de mon parrain, machin. Et puis petit à petit, on a vu que ça fonctionnait bien parce que ça faisait les gens même s'ils ont 10% d'un cheval, ils ont l'impression que c'est leur cheval. Ils en profitent pareil en concours, sauf que ça leur coûte 10% des frais. Et que du coup, Calao, c'était un des premiers qu'on a fait comme ça. Et on a eu des propositions déraisonnables de Calao. Même moi, je leur ai dit, faut le vendre. C'est trop d'argent, vous pouvez pas demain. Et en fait, ils étaient tellement conditionnés par non, mais vous nous avez expliqué qu'on mettait peu d'argent pour que ça soit raisonnable, pour qu'on puisse faire du sport et qu'on le garde pour le sport. Donc, on peut nous en proposer 1 million d'euros, on le vendra pas, c'est ton cheval. Et donc ça a été assez, ça a été génial parce que derrière j'ai pu le garder et puis faire les plus grandes perfs de ma carrière. Mais c'est vrai que moi, mon conseil en tant que professionnel, c'est trop d'argent, faut le vendre. Et en fait, on avait construit un système qui faisait que les gens pensaient même pas à l'argent, que ce soit les gains ou ils pensaient qu'au sport. Et du coup, on l'a gardé, on a essayé de le développer, ce système-là. Et maintenant, quasiment tous mes chevaux de sport sont syndiqués. Pour aller un petit peu plus loin dans le système, parce que même si on est très très performant, on gagne pas beaucoup d'argent en complet. À titre d'exemple, quand j'étais numéro 3 mondial, Simon Delestre était numéro 3 mondial de concours hippique aussi. Lui, il a dû faire 2,5 millions de gains. Moi, j'ai dû faire 250 000 euros de gains. Donc c'est quand même 10 fois moins. Et c'est un sport où on peut faire moins d'épreuves. Et c'est un sport où... Enfin bref, donc comment on fait tourner une boutique comme la mienne sans... Et puis surtout, un truc qui est important, c'est que moi, je veux pas courir mes chevaux pour l'argent. C'est le pire du pire, quoi. Sinon, on commence à aller plus vite avec un cheval qui doit arriver dans 1 an, mais là, il est prêt à gagner une épreuve, il y a 1 000 euros au bout du parcours. Si on commence à faire ça, on monte les chevaux à l'envers. Donc moi, je voulais vraiment pas dépendre du sport pour faire tourner ma boutique, mais il faut quand même une belle boutique pour entraîner bien les chevaux. Donc c'est un équilibre à trouver et j'adore enseigner, mais j'aime bien le faire dans des bonnes conditions. C'est là qu'il y a au tout début, on s'est dit, ça n'existe pas en complet, on va faire un sport-études pour accueillir vraiment des jeunes du monde entier. C'était pas que pour la France. Et on les loge sur place, on loge leurs chevaux, on fait attention à ce qu'ils mangent, ils ont des cours de sport, des cours de prépa mentale, et puis on fait super bien l'enseignement. Donc ça a bien marché et ça a très vite... pris de l'ampleur. On a une liste d'attente pour rentrer au sport-études tous les ans parce que les élèves y restent longtemps. Donc en plus, ça amène une certaine stabilité économique dans un système où dans un monde où c'est pas facile d'avoir une stabilité économique. Et puis le dernier truc que j'ai créé pour consolider un petit peu ça, c'est un fonds d'investissement qui investit dans des chevaux de commerce. Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui voulaient des bouts de chevaux que pour faire le sport et sans vouloir les vendre, mais il y avait aussi des gens qui voulaient se faire plaisir avec un cheval, mais gagner de l'argent. Et du coup, j'ai vraiment séparé les 2 groupes de propriétaires. Alors, il y en a qui jouent dans les 2, hein, mais il y en a qui jouent que dans le côté achat, valorisation, revente, et il y en a qui jouent que dans le côté sportif. Et on a créé un fonds d'investissement qui s'appelle FEH, comme French Eventing Horses. Et alors, pour la petite histoire, c'est mon père, il y a 10 ou 12 ans, ou 15 ans peut-être, qui avait commencé à se rendre compte que il y avait beaucoup de cavaliers étrangers qui avaient des chevaux français. Et du coup, il a regardé, il a tapé French Eventing Horses, il a vu que ça menait à pas grand-chose, à plein de sites quelconques, mais pas des sites français, vu que c'était en anglais. Il a regardé si le nom de domaine était dispo et personne ne l'avait jamais acheté. Donc il a acheté tous les noms de domaine French Eventing Horses en se disant ça va bien servir un jour.
Et 15 ans après, on fait ce label de détection, de formation. Alors, c'est pas que des chevaux de haut niveau, hein, on essaie de labelliser des chevaux de 1 à 5 étoiles. Par contre, il faut faut qu'ils rentrent dans un certain cahier des charges. Moi, je suis prestataire de service pour cette entreprise. Ça veut dire que je fais partie de la sélection. J'ai la formation des chevaux à faire et puis la commercialisation. Et ça, je trouve que c'est un système assez intéressant qui n'existe pas beaucoup encore, mais qui permet de... C'est un monde un peu archaïque, les chevaux, et je pense qu'il faut essayer de garder tout ce qui est bien dans ce qui se fait depuis des années. Je pense qu'en France, on a des très bons éleveurs, je pense qu'on a des très bons chevaux, je pense qu'on a des très bons cavaliers, mais tout ça, après, il faut essayer de fluidifier toutes ces compétences pour que ça soit mieux. Là, aux Jeux Olympiques, en concours complet, sur les 8 premières places, il y a quand même 7 chevaux français pour 5 nations différentes. Si on n'arrive pas si on n'arrive pas à surfer là-dessus pour montrer que le sel français est un cheval formidable pour le complet, c'est qu'on a raté quelque chose. T'as dit beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses dont on va détailler. Dont on va discuter. Il y avait une chose que je voulais parler avec toi. Donc, tu as construit un système qui marche très bien. S'il y a aussi une chose par laquelle tu t'illustres, je trouve, en tout cas moi qui ne regarde pas beaucoup de concours complets, j'ai 2 parcours en tête. C'est évidemment Caen et c'est ta victoire à Pau où j'étais présente. Et les 2 fois, je me suis fait la même réflexion. Le dénominateur commun de ces 2 performances, c'est quand même la qualité de ton équitation dans l'épreuve de jumping, qui est aussi la seule que je suis capable un petit peu d'observer avec un œil plus averti. Mais je ne peux pas m'empêcher de me dire que tu partages ta vie quand même avec Mathilde Monginou, que tu as mentionné plusieurs fois, qu'on connaît très bien puisqu'elle était de notre région, qui est une cavalière émérite, saut d'obstacle, qui a vraiment fait des belles performances, qui avait une équitation incroyable depuis autant de temps que je puisse me souvenir. Comment est-ce que tu pourrais estimer, juger qu'elle t'apporte au quotidien aussi un regard, une aide, notamment dans cette discipline qui intervient à la fin, vous, de votre compétition, qui peut être aussi un peu juge de paix dans la performance? Alors, c'est pas compliqué. Après ma période chez Nicolas, je montais comme Nicolas. Ça veut dire que c'était l'efficacité qui primait, quelle que soit la manière de faire sauter les chevaux, fallait faire sans faute. Ça a été une période très utile parce que ça m'a appris qu'on pouvait exploiter des chevaux, les aider à faire sans faute, et ça, je pense que c'est important de passer par là et de le comprendre. Par contre, ça peut vite être un cercle vicieux dans lequel on tombe. Ça veut dire que plus on les monte comme ça, plus ils ont besoin d'être aidés. Et puis, plus ils ont besoin d'être aidés, plus il faut qu'on en fasse. Et puis, il y a un moment donné où je trouve que il y a une certaine limite qui arrive. Et puis, après ça, j'ai travaillé avec Tristan Chambry, qui a été un de mes premiers grands entraîneurs de dressage. Et lui, il m'a beaucoup appris en dressage, mais c'est pour ça que ça a un lien, c'est que si c'est le cheval qui fait, il va donner 100% ou 120%. Si c'est le cavalier qui fait faire, il va donner 80% le cheval. Et du coup, Tristan, il m'a vraiment appris ça. Un cheval qui est devant, il avance tout seul. Un cheval qui se tient, il se tient tout seul. Combien de fois il m'a dit... il se tient, lâche-le pour voir. Hop, je cédais et le cheval accélérait. Tu vois, il se tient pas. Et même si c'est le poids des rênes, est-ce qu'il se tient ou est-ce qu'il se tient pas? Et du coup, quand j'ai commencé à avoir cet état d'esprit-là avec les chevaux sur le plat, j'étais aussi, c'était au début de notre relation avec Mathilde, et je la voyais monter aussi avec, comme tu disais, avec une équitation assez incroyable, tout en souplesse, tout en facilité. Les chevaux, ils forcent jamais. Et moi, j'avais de l'efficacité. Elle pouvait lui manquer parfois un petit peu d'efficacité. Moi, j'en avais trop. Et du coup, on s'est échangé des chevaux, on a discuté de certaines choses. Et puis après, j'ai toujours fait un peu de saut d'obstacle parce que j'adore ça. Et quand on s'est installé avec Mathilde, on a eu une activité CSO un petit peu plus importante que ce que j'avais. Et du coup, ça m'a aussi permis d'aller la voir sur des grosses épreuves. Et si j'y vais, moi, je passe ma journée du matin au soir à regarder les cavaliers que j'ai envie de regarder. Tiens, lui, il fait ça, pourquoi lui, il a fait ça? Lui, il a changé de mort par rapport à hier, lui, ci, lui, ça. Et du coup, ça m'a donné plein d'idées. On a essayé de faire d'autres échanges de chevaux, on allait en concours ensemble. Et Mathilde, elle va jamais oser dire tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, parce qu'elle estime que c'est pas son rôle, alors que moi je pense qu'elle pourrait tout à fait plus intervenir ou plus me dire des choses, mais elle va pas oser. Par contre, ça va être quand on va être complètement en train de faire autre chose. Tiens, j'ai pensé à ça, tu pourrais peut-être mettre ce mort-là à tel cheval.
Ou alors des fois là, j'ai rêvé que tu montais avec tel cheval, avec tel truc, ou et tiens, et si on faisait ça, et puis du coup ça fait son bout de chemin. Des fois j'essaye, elle est là ou elle est pas là, et puis je lui dis tiens, j'ai essayé ton truc, ça a fait ça, ça a fait ça. Et par exemple, Caruso, ce dernier mois avant Pratoni, c'est elle qui l'a beaucoup monté parce que moi j'étais pas là. Quand j'étais à Granville avec Happy, je l'ai pas emmené parce que je voulais qu'il aille un peu faire du CSO. C'est elle qui l'a monté et puis qui m'a dit tiens, j'ai essayé ça, c'était pas mal. J'ai essayé ça, bon ça a pas marché. Et puis donc on échange beaucoup comme ça. Et c'est surtout quand je lui passe des chevaux et parce qu'elle explique pas beaucoup ce qu'elle fait, mais par contre, moi qui observe beaucoup, quand je vois un truc qui m'étonne et que je lui demande pourquoi elle fait ça, et elle a des fois une réponse assez basique, mais qui fait vite un électrochoc dans la compréhension du truc. Donc, et puis après, on a pas mal d'autres copains. Il y a Alan Pacha, il y a Aurélien Leroy, tous ces copains qui font du CSO, qui montent tous différemment, mais qui ont tous un talent fou. Et Vegas, quand je galérais au CSO, j'ai demandé à Alan s'il pouvait venir le sauter parce que je savais que ce cheval-là, c'était pas du tout le style de chevaux où Matou pouvait m'aider parce qu'il est un peu particulier, mais Alan, ça pouvait. Et Alan, il a fait 5 sauts, il me dit mais tu vas y arriver, il y a tout pour faire. Et même s'il m'a pas tellement donné de conseils techniques, le fait qu'il me dise ça, alors que moi j'avais l'impression d'être au bout de tout ce que je pouvais faire avec lui, ça m'a remis une motivation pas possible, et puis on a réfléchi, et je lui envoie un parcours, ah ouais tiens, pense à ça, fais gaffe. Happy, il l'a regardé aussi pas mal, Alan. Quand je faisais toujours 4 points, 8 points, il l'a un peu regardé, je lui ai envoyé une vidéo, fais gaffe, il se décale à gauche, tu fais comme ci, tu fais comme ça, là il s'est désuni, mais c'est parce que tu lui tords la tête. Voilà, donc j'essaie toujours de... Pareil, c'est pas tout le monde, mais il y a certaines personnes dont la vie, je sais qu'il est très important, et Matou en fait évidemment partie. Pour aller un tout petit peu plus loin dans cette question-là, tout à l'heure, tu nous en parlais, tu nous disais, Simon Delestre, quand il était numéro 3 mondial, il a gagné 2 millions et moi 200 000. Pour aller un peu plus loin, toi, tu expliquais que tu avais créé un fonds d'investissement, un peu comme on le voit vraiment arriver dans le CSO, dans le jumping. Est-ce que tu t'inspires aussi de ce système-là, du modèle économique qui existe, parce que qui est totalement différent du concours complet? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, est-ce que tu y réfléchis? Est-ce que tu te dis qu'il faut amener un peu de jumping, enfin, en tout cas du système, dans le concours complet? Comment tu vois les choses? J'essaie de faire un bon constat de ce qui existe ou sur ce sur quoi on peut s'appuyer, pardon. Par exemple, il y a beaucoup de cavaliers français qui critiquent la fédération, on n'est pas assez aidé et tout ça. Moi, je pense que la fédération, elle n'a pas vocation à être sponsor ou mécène de tout le monde. Donc, on n'a pas ou peu d'aide de la fédération, donc on compte pas là-dessus. On cherche d'autres moyens. On n'a pas ou peu de gains. Soit on arrête de faire du concours parce qu'on gagne pas assez d'argent, soit on trouve de l'argent de part. Donc en fait, une fois qu'on a fait ce constat-là de où est-ce qu'on peut gagner de l'argent, l'enseignement ça rapporte, le commerce ça rapporte, mais il faut pas vendre les chevaux de haut niveau parce que sinon on fait plus de sport. Et on essaye de trouver, de développer les idées dans les filières qui peuvent amener de la rentabilité au système. Et après, par exemple, Raphaël Gers, il a un sport-études depuis très longtemps, qui marche très très bien, en CSO. C'était un CSI 3 étoiles où on était là-bas, où j'ai discuté un peu avec lui de son système, et je me suis dit, pourquoi il n'y a pas ça en complet, quoi. Et ça a été aussi un des points de départ de cette idée de sport-études. Et donc, une fois qu'on a décidé les choses à développer, effectivement, il faut rester très ouvert, mais pas que au monde du concours épique, au monde des courses, à d'autres mondes dans l'entreprise, parce que je pense qu'il n'y a pas que... Par exemple, nous, quand on s'est installé ici, on a mis des panneaux solaires sur le toit, on a une chaudière à granulés de bois, toute l'eau des écuries, c'est un puits, on a vraiment... toutes les parcelles, elles sont drainées pour retourner dans une mare. Enfin voilà, on essaye de... Ça, c'est un truc qui nous a coûté un peu d'argent au départ, mais on s'est dit, on peut pas aujourd'hui créer une structure sans penser à ce qu'elle sera dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, et prendre en compte les problématiques environnementales, écologiques et compagnie. Donc
On essaye juste de se poser la question à chaque fois qu'on lance un projet. Là, j'en ai 2 en début de lancement qui me tiennent à cœur. Je ne veux pas beaucoup en parler parce que c'est vraiment le début. Mais l'idée, c'est pas d'avoir un temps d'avance. L'idée, c'est si on fait ça, c'est quoi la problématique, c'est pour quel résultat et quelles sont les meilleures idées pour y arriver. Et là, il faut essayer de s'entourer des gens. Quand on n'a pas les compétences, il faut s'entourer des bonnes personnes. Et puis après, est-ce que c'est faisable, est-ce que c'est pas faisable? Mais par contre, une fois qu'on se lance, on a un plan et puis on devient obsédé par ce plan. Encore une fois. La boucle est bouclée. Un autre sujet. T'as le temps, Maxime? C'est bon? Ok, parfait. Un autre sujet qu'on voulait aborder avec toi, c'est ton poste d'entraîneur de l'équipe de Thaïlande pour 2 raisons. La première, parce que ça a une place importante quand même dans ta vie professionnelle, dans ta vie sportive aussi. Et la deuxième, parce que c'est une aventure qui t'a amené jusqu'à Tokyo. Or, on le sait, tous les athlètes, mais les cavaliers nous l'ont beaucoup répété, tous ceux qu'on a reçus dans le podcast et qui ont participé à des Jeux Olympiques nous disent c'est une compétition qui n'existe pas, c'est unique, c'est singulier, et quand on ne l'a pas vécu, on ne sait pas ce que c'est. Donc, dans quelle mesure est-ce que ce poste t'aide à avancer, toi, dans ta vie, mais aussi dans quelle mesure est-ce qu'il t'a permis de découvrir cette année les Jeux Olympiques et peut-être de nourrir aussi tes ambitions, mais avec des insights, des informations que tu n'aurais pas forcément eues si tu n'avais pas eu ce poste? Alors, la Thaïlande, c'est un des projets qui est arrivé alors qu'on s'y attendait pas du tout. Si je refais rapidement l'histoire, c'est la princesse de Thaïlande qui monte à cheval. Donc c'était la petite fille du roi à l'époque. Maintenant, c'est la deuxième fille du roi actuel. Donc c'est vraiment une personne très très importante de la famille royale qui voulait venir en France apprendre à progresser. Et du coup, les Thaïlandais ont contacté Laurent Bousquet, qui était le coach des Japonais à l'époque, pour chercher des chevaux pour elle. Et donc, elle cherchait un cheval de dressage, un cheval de CSO. Nous, on a vendu un des chevaux que Mathilde montait à l'époque. Et elle est partie faire sa formation à l'ENE avec les 2 chevaux qu'elle avait achetés, dont un à la maison. Et en fait, l'entraîneur qu'elle avait à l'époque, qui était responsable de choisir les chevaux et tout, était très surpris quand il est arrivé ici parce que il avait fait 25 écuries en France, qu'il n'y en avait pas une qui était très propre, qu'il n'y en avait pas une qui parlait anglais, qu'il n'y en avait pas une... elle avait demandé des chevaux gris, il présentait des chevaux alezans, et il y avait des chevaux très chers, pas très bons. Bref, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais souvent, le marchand de chevaux français pense un peu à des coups d'une fois au lieu de construire des choses pour du long terme. Et nous, on lui a vendu un cheval qui correspondait, un prix très correct, c'était le prix que la propriétaire en voulait, tout simplement. Et ça correspondait à la valeur du cheval. Et 15 jours après, les voitures blindées sont revenues à la maison. On s'est dit, oula, qu'est-ce qui s'est passé avec le cheval? Et en fait, c'est l'entraîneur qui est revenu en me disant, voilà, moi j'entraîne la princesse, mais je suis aussi cavalier de complet. J'ai un rêve, c'est que un jour, le complet thaïlandais ait les Jeux Olympiques. Mais bon, en attendant, il y a les Jeux Asiatiques l'année prochaine, on n'a pas de coach. Pour tout vous dire, il m'a même dit je t'ai vu monter, pour moi, t'es le nouveau William Fox-Pitt, mais avant que tu deviennes le nouveau William Fox-Pitt, il faut que tu nous entraînes, parce qu'après, t'auras plus le temps. Voilà ce qu'il m'a dit. Et du coup, je lui ai dit pourquoi pas. Et on a démarré ce projet-là. C'était la première année, c'était vraiment le bazar. On n'avait pas de chevaux qualifiés, on en a acheté en catastrophe. Mais bon, bref, on a réussi à aller aux Jeux Asiatiques. Et après les Jeux Asiatiques, où on n'a pas été très brillant, on a rediscuté. Les Jeux Asiatiques, c'est tous les 4 ans, c'est comme les Jeux Olympiques. Et en fait, la première fois que j'ai halluciné d'une compétition comme ça, c'est la première fois que j'ai été aux Jeux Asiatiques avec eux, parce que c'est le standard des Jeux Olympiques. Il y a un village athlète, il y a un equestrian center, c'est exactement la même chose que les Jeux Olympiques, sauf que c'est que pour l'Asie. Il y a des sports où c'est le plus haut niveau, la gymnastique, le ping-pong, le badminton, tout ça, c'est les grandes stars. Et il y a des sports où c'est un niveau en dessous, comme l'équitation, parce que l'Asie est pas très en avance. Mais n'empêche que déjà, cette première expérience aux Jeux asiatiques, ça m'avait donné un peu l'idée de ce que pouvaient être des compétitions comme ça. Pendant 4 ans, on a beaucoup bossé, on y est retourné 4 ans après, des cavaliers plus près, un système plus installé, des meilleurs chevaux.
On a fait une médaille. Et là, après, ça s'est assez vite accéléré avec une possible qualification pour la Thaïlande plus facile parce qu'ils sont dans le groupe du Japon et que le Japon était automatiquement qualifié. Donc il y avait une petite fenêtre. On s'est servi des chevaux des Jeux asiatiques pour essayer de se qualifier. Ça a marché. Et puis là, après, c'était un peu branle-bas de combat parce qu'on avait 6 mois pour qualifier des couples en 4 étoiles longs, mais on n'avait pas les chevaux, donc il fallait acheter les chevaux. La Thaïlande, c'est pas une nation qui peut mettre un chèque en blanc pour acheter des chevaux, quoi. Donc ils réfléchissent à ce qu'ils font. Donc moi, j'ai eu pas mal de contraintes. On a dû acheter des chevaux d'abord de cross parce que c'était important, c'est ça le plus difficile à haut niveau. Et puis s'arranger du reste. Les cavaliers, en 6 mois, ils ont fait ce que des fois personne n'arrive à faire, ou des fois des gens font en 5 saisons. Ils l'ont fait 3 étoiles court, 3 étoiles long, donc 4 étoiles court, 4 étoiles long, et ils l'ont fait en 6 mois. C'est assez incroyable. Et puis on s'est qualifié, et puis on a été au jeu. Donc j'avais une idée de ce que ça allait être. Après, c'était assez sympa de le voir comme ça. Je pense que j'ai trouvé ça, entre guillemets, assez normal parce qu'il n'y avait pas de public et que je pense que ça a énormément changé la donne. Si je compare un peu les deux, pour moi, la grosse différence entre les Jeux asiatiques et les Jeux olympiques, c'est qu'aux Jeux olympiques, les tribunes, elles sont 2 fois plus grandes et 2 fois plus pleines qu'aux Jeux asiatiques. Par contre, la médiatisation, l'organisation, la pression, tout ça, c'est la même chose. Mais du coup, Tokyo, même si c'était ma première expérience sur place, ça a vraiment... il y avait plus d'ambiance à Pau cette année que à Tokyo, quoi. C'était vraiment en catimini. On se parlait. Fallait pas tousser dans les tribunes pendant la reprise de dressage. Tout le monde nous aurait entendu. Donc c'est vrai que c'était très particulier. On sentait quand même toute la pression sportive de l'événement, mais il n'y avait pas du tout l'ambiance escomptée. Julia, quand elle saute le dernier, il y a 10 drapeaux allemands qui se sont levés, et on a senti toute l'importance de ce titre, et c'était magnifique. Il y a des gens qui pleuraient, mais le fait moi qui ai vécu le CSO des Jeux mondiaux à Caen en France, dans un stade de 25 000 personnes, imaginez ce stade vide, c'est pas pareil, quoi. Donc je dirais que j'ai vu beaucoup de similitudes avec les Jeux asiatiques. Donc ça ferait ma 3e compétition un peu de ce style-là en tant que coach. Et que j'ai ressenti toute la magie des Jeux olympiques avec croiser tous les soirs au village athlète des Teddy Riner, des gens comme ça, et que tout le monde soit sur le même pied d'égalité. Djokovic, Teddy Riner, ça c'est la magie des Jeux olympiques pour moi. Tu vas au restaurant du village athlète et il n'y en a pas un qui est plus un athlète que l'autre, quoi. Même s'il y en a un qui gagne des millions et l'autre qui gagne pas sa vie à faire son sport, on est aux Jeux olympiques, on a le drapeau français. Alors moi j'avais le drapeau thaïlandais, et j'ai beaucoup eu de temps pour échanger avec Thierry Touzin sur plein de trucs, son expérience. Quand on avait 45 minutes de bus 2 à 3 fois par jour, donc souvent on s'est retrouvés dans les mêmes bus, et on parle beaucoup et souvent, mais c'était vraiment super sympa. Il s'est livré sur plein de trucs parce qu'on avait du temps, et il m'a appris plein de choses. Non, c'était vraiment bien. Mais Thierry, il se confie pas à beaucoup et tout, et ça fait des années qu'on se côtoie, et il m'a pas dit grand chose au début. Par contre, il m'a assez vite pris sous son aile, entre guillemets, parce que j'avais travaillé pour Nico, et que je pense que Nico et Jean-Yves lui avaient dit des choses positives de moi, et donc j'ai eu cette chance-là. Et maintenant qu'on a une relation différente, et que là on y était en tant qu'entraîneur, et que j'allais pas lui faire beaucoup d'ombre et de concurrence, du coup on a vraiment échangé, c'était super sympa. On va bientôt arriver à la fin de cette interview, Maxime. J'aimerais savoir un peu quelles sont tes projections futures, puisque là, tu nous disais que tu avais pris le temps d'entraîner l'équipe de Thaïlande. J'imagine que c'est quand même quelque chose que tu as aussi envie de continuer sur le long terme. Mais disons au hasard, dans 3 ans, où est-ce que tu te vois ? Et puis après, même sur du plus long terme, dans 5-10 ans, voilà, quelles sont tes projections à la fois pour toi en tant que cavalier, entraîneur, et puis pour la structure ici ?
Alors, ce qui a toujours été très clair avec la Thaïlande depuis qu'on a démarré, c'est que je suis en pleine carrière et que je veux bien mener les deux de front, mais je leur ai toujours dit, des fois je serai à cheval en même temps que vous, des fois je serai pris par ma carrière. Et la question s'est posée pour les Jeux cette année déjà. Happy, je le trouvais pas assez prêt pour y aller, donc on a vite abandonné le fait que je puisse monter. Quand Thierry m'a dit « Ah, ton cheval, il est prêt, on pourrait l'imaginer et tout », comme il m'avait laissé carte blanche pour être cavalier et entraîneur, donc ça aussi c'était quand même un truc super important, qu'il me fasse confiance. En gros, il me dit « Tu le fais toute l'année, pourquoi tu le ferais pas là-bas ?» Après, c'est vrai qu'on se serait vraiment bien organisé, ça veut dire que Serge Balbin, qui est l'entraîneur des écuries ici, qui les suit beaucoup, il serait venu pour le dressage, Mathilde, elle aurait fait le CSO. Au final, j'aurais eu juste à faire un peu le chef d'orchestre, les recos de cross, et donc j'aurais minimisé mon rôle, alors que là étant seulement entraîneur, j'étais très très présent. Par exemple, l'année prochaine, les Jeux asiatiques tombent exactement le même week-end que les championnats du monde. Donc on a déjà évoqué ce problème-là pour que les 2 derniers mois de la saison avant les Jeux asiatiques, j'ai un adjoint. J'en suis là maintenant. Je vais avoir un entraîneur adjoint. Non, qui puisse prendre le relais en toute confiance, que les cavaliers soient sereins avec lui, et parce que l'objectif c'est vraiment une médaille pour eux. On va se reconcentrer sur les Jeux asiatiques l'année prochaine, et après on verra si on retente une aventure olympique. Dans tous les cas, c'est sûr que l'autre aspect de ma carrière, c'est sûr que là. Après la fin de Calao, Picador, Opium, Qatar, tous ces chevaux-là qui m'ont permis de faire très bien, ça fait 2 ans qu'on est en train de reconstruire un piquet de chevaux. Et je trouve que les choix qu'on a faits ont l'air de porter leurs fruits. Avec les premiers qui arrivent, c'est Happy et Caruso, et qu'on fait une très belle fin de saison. Ça veut pas dire que c'est acquis, ça veut pas dire que... Mais n'empêche qu'ils ont montré des possibilités très intéressantes pour la suite. J'ai 2 autres 8 ans, j'ai un très bon 7 ans, j'ai 2 très bons 6 ans. Donc dans les 2 à 3 ans qui viennent, je pourrais me retrouver, et ça c'est que des chevaux qui sont syndiqués dans l'état d'esprit de faire que du sport, donc ça veut dire que je peux les former comme je veux, et que potentiellement, en plus de mes 2 vieux qui font du 5 étoiles, tous les ans je vais peut-être avoir un cheval supplémentaire qui va arriver à haut niveau. L'année prochaine ça va peut-être m'en faire 4, l'année d'après 5, l'année d'après 6. Ça veut dire que ça ouvre vraiment tout le champ des possibles. Maintenant, il faut pas se griser avec cette chance-là, parce que des fois, tu démarres l'année avec 6 bons chevaux, et puis 2 mois après, tu n'en as plus que 3. Et puis, donc j'aborde les 3 ans qui arrivent avec ce piquet de chevaux, avec beaucoup d'excitation, mais aussi beaucoup de prudence, parce que je veux pas refaire les erreurs dont on a parlé, et que je veux prendre mon temps. Mais je pense que cette année, j'ai fait une vraie bonne saison de formation avec beaucoup de chevaux, et les 2 petits risques que j'ai pris, au final, ils ont été pris au bon moment, parce qu'ils ont été bien réussis. Après, je sais pas encore ce que je vais faire. Je dis pas que je suis pas sûr de continuer cette vie dans ce rythme-là très longtemps. Voilà. Ça veut tout dire et rien dire. En fait, on a une boutique formidable qu'on peut faire évoluer de toutes les manières. Ça veut dire qu'on peut accueillir moins de sport, plus d'élèves. On peut faire moins de sport, plus de commerce. J'ai Mathilde Cruz qui est associée aux écuries, et quand on va arriver à cette période-là, elle va être à la fin de sa formation et au début de sa carrière à haut niveau. Est-ce qu'elle voudra prendre le relais du haut niveau si moi je m'en retire un peu? Est-ce que je continuerai à monter à cheval, mais plus pour former ou trouver des chevaux, ou est-ce que je monterai plus à cheval? Est-ce que je ferai que l'entraîneur? Il y a toutes les possibilités. Est-ce que c'est une option que je n'exclus pas? Est-ce que j'arrêterai même cette vie dans les chevaux, et que je passerai le flambeau à d'autres pour gérer cette boutique qui n'a pas fini son histoire? Mais voilà, il y a 1 million de possibilités. En tout cas, la conviction que j'ai, c'est que aujourd'hui, il y a plein de gens qui arrivent derrière pour être meilleurs que nous. Il
Il y a même des anciens comme Jean-Loup qui reviennent. Je le dis volontairement comme ça parce qu'à Granville, on l'a emmerdé parce que il était du premier Granville en 92 et il était encore là à ce Granville-là. Donc on l'a beaucoup charrié avec ça. Mais n'empêche que même Jean-Loup qui a structuré son truc, qui revient à très haut niveau. Donc ça veut dire que ça pousse de tous les bouts. Si on veut rester à très haut niveau, il faut pas être à 100%, il faut être à 3000%. 3000% dans le sport, 3000% dans le coaching, 3000% dans... Ça fait que c'est des vies où, moi, si j'ai pas une deadline, je vais être obligé d'être un petit peu moins à fond. Si je suis un peu moins à fond, ça veut dire que j'accepte d'être 5e alors que je pourrais gagner. Ça veut dire que j'accepte que mes chevaux ils s'entraînent moins bien. Ça veut dire que j'accepte que ma boutique elle tourne moins bien. Et ça, j'ai pas envie. Donc, je préfère me dire ça va s'arrêter à un moment donné. Et jusqu'à cette deadline-là, on va à fond, et on fait les sacrifices nécessaires pour réussir tout ce pourquoi on est engagé. Après cette deadline-là, on réfléchit différemment pour aussi avoir une vie qui est moins orchestrée par les responsabilités avec les chevaux ou les responsabilités professionnelles. On fera peut-être une V2. Tu nous donneras le numéro de ton adjoint en temps et en heure. En tout cas, merci Maxime d'avoir pris le temps. T'as presque égalé Karim Lagouag. Oh là là, ça c'est... On a posé un peu plus de questions. Ça c'est du niveau. Mais on a posé plus de questions. Non, c'était un très très bon moment passé, donc merci beaucoup. Merci beaucoup Maxime. Merci à vous. J'espère que cet épisode vous a plu. Il y a quelques semaines, nous sommes partis en Belgique découvrir plusieurs cavaliers et personnalités des sports équestres, dont une, Nelson Pessoa, le jour de ses 86 ans. Nous nous sommes invités chez lui pour enregistrer un épisode d'I Am an Equestrian. Quel honneur de pouvoir rencontrer ce grand homme de cheval. Cet épisode sera à découvrir la semaine prochaine, mercredi 2 mars. J'espère que vous serez au rendez-vous. À bientôt.